Ouah, le tremblement de terre de bâtard! Il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. La Rochelle est dans une zone sismique, on a l'habitude du petit tremblement de terre, on n'est pas dans une zone de faille, hein, et on est en train de faire des inspections. On signale que ici ou là, sur certains bâtiments publics, on a des petites fissures. C'est donc ce qu'on appelle une réplique, ce qui a peut-être d'ailleurs éveillé en sursaut certains d'entre vous. La Terre a donc à nouveau tremblé en plein cœur de la nuit près de La Rochelle, Christophe. Et oui, on parle de répliques violentes d'une magnitude proche du premier séisme d'hier en fin de journée, entre 5,3 et 5,8. Cela faisait plus de 20 ans que la France n'avait pas été confrontée à un tel tremblement de terre. Vous voyez ces images tournées par nos reporters cette nuit dans la ville de Cram-Chaban en Charente-Maritime. Quelques dégâts, on le disait, on voit quelques fissures, un blessé léger, mais surtout une grosse frayeur, comme nous le confirment les témoignages que nous avons recueillis. Éléazar Toulon. Les secousses n'ont duré que quelques secondes. Pourtant, cela a suffi à impressionner les habitants de New York. L'immeuble, il va s'écrouler. Il y a plein de pierres qui sont tombées. Hier, en fin d'après-midi, un séisme de magnitude supérieure à 5 a frappé l'ouest de la France. Le tremblement de terre a été ressenti dans plusieurs grandes villes comme Nantes, La Rochelle et même Caen. Paul était chez lui au moment des secousses. Il n'est pas prêt d'oublier cet événement. J'étais allongé dans mon lit, j'étais en train de regarder une série, tout simplement. Et là, d'un coup, j'ai senti un petit peu des vibrations dans le sol, comme si on mettait des coups de marteau-piqueur, mais très, très, très puissants. Et c'était impressionnant parce qu'on voyait que ça tremblait un petit peu. Là, j'ai des tableaux à côté de moi, en plus, qui ont légèrement bougé. Plus de peur que de mal, le séisme a épargné son mobilier. Alors voilà, c'est assez léger, mais les tableaux, pour preuve, ce matin, je les avais remis en place. Il est pas droit, oui. Un tremblement de terre d'une telle puissance est un phénomène rarissime en France. Puis n'ayant une cinquantaine d'années, eh bien, on n'a pas vu de magnitude 5 à part celui-ci. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une magnitude 5 dans les semaines à venir. Un recensement des dégâts est en cours dans de nombreux départements. En Charente-Maritime, plus de 1000 foyers ont été privés d'électricité. Aujourd'hui, on est incapable de faire une prévision des séismes. Par contre, il y a cette fameuse carte du zonage sismique. Ça correspond aux zones où on est susceptible d'avoir des séismes en France. Et on reconnaît tout à fait les zones de sismicité forte qui vont être le front des Alpes, le sud-est, la vallée du Rhin, et puis bien sûr le front des Pyrénées. Et puis dans une moindre mesure, mais quand même aussi le sud du massif armoricain. Par contre, le bassin parisien, par exemple, il y a une activité a priori très très faible à nulle. En France, on n'est pas à l'abri d'avoir des séismes de magnitude modérée à même potentiellement importante. On connaît le séisme qu'on appelle le séisme majeur français, 1909 à Lambesc, dans le pays aixois, où on pense que la magnitude était autour de 6, 5, on ne sait pas tellement, c'est un peu ancien. Et donc ça, c'est un séisme qui commence à être conséquent et qui, s'il se produit aujourd'hui, forcément aura des conséquences sur l'habitat, le tissu économique important. Ces zones de sismicité, en fait, elles correspondent aux accidents tectoniques, aux failles, donc à la géologie, et essentiellement, donc, pour ce qui contrôle la tectonique en France métropolitaine, c'est quand même la collision entre la plaque Afrique et l'Eurasie au sens large, qui a généré la chaîne alpine, qui est en partie aussi responsable de la chaîne pyrénéenne. Et puis on a des accidents géologiques plus anciens, comme le massif armoricain, mais qui restent encore susceptibles de générer de la petite activité sismique. L'outre-mer est principalement l'arc des Antilles et la zone sismique française. Alors là, les vitesses de déformation sont plus rapides. L'aléa et puis le risque, qui est finalement l'aléa transposé aux constructions, est bien plus important qu'en métropole. Et les séismes importants reviennent avec des temps qui sont très très longs. Donc c'est difficile de sensibiliser les gens pour quelque chose qu'ils ne verront peut-être jamais de leur vie. On estime qu'on a un séisme de magnitude 5, 5,5 tous les 10-15 ans en France. À magnitude 6 ou plus grand en France, ça peut être quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années. Donc c'est extrêmement difficile de sensibiliser les gens
En Californie, vous avez un séisme comme ça tous les 100 ans, donc forcément les gens sont bien plus au courant. Vous venez de voir à l'instant ce mini-reportage consacré au tremblement de terre, et notamment le dernier en date qui est survenu ce 16 juin 2023 à 18h38 en Charente-Maritime. Au moment où je produis cette vidéo, nous sommes le 17 juin 2023, et il se trouve qu'aujourd'hui même, vous pouvez admirer dans le ciel un alignement planétaire de Mercure, Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne. Et justement, je voulais, à travers cette capsule qui sera très courte, attirer votre attention sur un article qui est paru sur le blog qui traite de ce sujet et de cette corrélation qui pourrait exister entre les alignements planétaires et la survenue de séismes et de tremblements de terre. Pour vous donner envie de lire cet article, je vous donne les dates les plus proches des futurs alignements planétaires. Vous en avez un qui va se produire le 26 juillet avec Mercure, Vénus et Mars, qui sera en plus doublé d'une conjonction Mercure et Vénus dans le signe du Lion. Alors là, on parle d'une conjonction sur le plan zodiacal, à ne pas confondre justement avec l'alignement planétaire astronomique, et justement je fais bien la distinction au travers de cet article. Un mois plus tard, à la date du 24 août, on retrouve un nouvel alignement planétaire. Alors on verra si à la suite des deux dates que je vous ai indiquées, est-ce qu'on retrouve la survenue d'un nouveau séisme de plus ou moins forte magnitude qui se produit soit en France ou dans un autre pays. Pour vous donner une idée en termes de statistiques et de probabilités, quels sont les pays qui sont les plus souvent touchés par des tremblements de terre, vous avez un graphique qui nous provient de Statista, qui répertorie donc les pays qui sont les plus touchés depuis 1990 jusqu'à 2022. Vous avez sans surprise la Chine qui arrive en pole position, l'Indonésie, l'Iran, le Japon, les États-Unis, la Turquie, l'Inde et les Philippines. En ce qui me concerne, mon choix se porterait volontiers plutôt sur l'Inde et le Japon. Le Japon, ça fait un petit moment que j'en parle dans les différentes prévisions et prédictions. Par contre, l'Inde, c'est un petit peu plus nouveau, ça fait depuis le début de l'année. Donc j'ai évoqué l'Inde dans la numérologie 2023 notamment, mais j'aurai l'occasion de venir vous en parler plus amplement, très certainement de vive voix à travers une vidéo ou, le cas échéant, à travers un nouvel article que je vous ferai circuler. En attendant, vous retrouverez au cœur de cet article le thème événementiel du dernier tremblement de terre le plus violent qui s'est produit en France, qui a été évoqué d'ailleurs dans le mini-reportage. Donc ça a eu lieu le 11 juin 1909. J'ai réussi à trouver l'heure à laquelle ont eu lieu les deux secousses très violentes. Donc ils sont montés jusqu'à 6,2 sur l'échelle de Richter, et nous retrouvons une cuspide de l'ascendant à 16 degrés 32 du Capricorne avec Uranus à 20 degrés 14 qui est valorisé en angulaire, également Neptune au descendant, également valorisé. Ce sont deux planètes donc, qui sont impliquées, très souvent impliquées dans les séismes, Uranus bien sûr et Neptune, sachant qu'Uranus est aussi impliqué dans les catastrophes nucléaires, puisque si vous prenez le thème de Tchernobyl, on retrouve également Uranus valorisé à la cuspide de l'ascendant. Donc Tchernobyl, vous vous en souvenez pour les plus anciens en tout cas, qui avait eu lieu le 26 avril 1986, et on retrouve dans la banque de données AstroThème, donc le thème événementiel donc, qui met en valeur Uranus. Alors concernant le thème donc, de ce 11 juin 1909, on retrouvait également Saturne qui était impliqué avec des dissonances extrêmement drastiques. Au moment où j'enregistre la vidéo ce 17 juin 2023, Saturne séjourne toujours dans le signe du Poisson. Il va y rester jusqu'au 25 mai 2025 à 4h du matin avant d'amorcer un premier transit dans le signe du Bélier. Ensuite, Saturne va, comme souvent, rétrograder, donc à partir du 13 juillet 2025 à 4h01 à 1,56 du Bélier. Saturne fera de nouveau son retour donc en Poisson le 1er septembre 2025 à 8h06 pour rétrograder jusqu'à 25,09 du Poisson le 28 novembre 2025 à 3h52 avant d'enclencher une reprise en marche directe et revenir en Bélier le 14 février 2026 à 1h du matin. Saturne atteindra le 20e degré du Bélier qu'à partir du 27 avril 2027. Cette date est donnée à titre purement indicatif, ça ne fait pas office de prévision de la survenue d'un tremblement de terre en France aussi violent que celui de 1909, puisque non seulement la toile de fond céleste aura complètement changé, et en plus à l'époque, en 1909, on était sous l'empire de la Troisième République. Or aujourd'hui, nous sommes sous l'égide de la Cinquième République. Notons toutefois qu'il y aura la reformation de ce cycle de Saturne-Neptune qu'on retrouve dans le signe du Bélier, alors que nous avions en 1909 ce cycle de Saturne-Neptune en disharmonie, Saturne en Bélier avec Neptune qui était dans le signe du Cancer. Quoi qu'il en soit, un séisme pourrait très bien se produire avant, puisque lorsqu'on prend un petit peu de recul sur les tremblements de terre, on ne peut pas dire que c'est ce qui manque dans l'Hexagone, puisque d'après le réseau sismologique Récif Epsos, il y aurait chaque année 4000 séismes en France métropolitaine,
Vous avez bien entendu 4000 séismes, c'est énorme, dont une trentaine seulement sont ressentis par la population sans que cela ne soulève plus d'émoi et qu'il y ait une couverture médiatique maximale. À titre d'exemple, vous avez eu dans ma région du sud-ouest, du côté de Pau, pas plus tard que le 17 avril dernier, un tremblement de terre d'une magnitude de 4 et il y en avait eu un autre de 3,7 sur l'échelle de Richter le 22 août 2022. Si un séisme d'une magnitude identique à celui qui vient de secouer la Charente fait les gros titres, ce n'est à mon avis pas anodin, puisque j'en ai fait remarquer que depuis la survenue du terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie de février dernier qui a fait 51 000 morts, la presse française n'a pas cessé de comparer ces deux pays à très forte activité sismique, qui ont des tremblements de terre extrêmement meurtriers, surtout quand il y a de fortes présomptions d'utilisation de l'ingénierie sismique, à notre pays, donc la France, qui a des séismes certes nombreux, mais avec une intensité modérée à faible. Depuis février, mars, avril dernier, la presse n'a pas cessé de relayer un nombre de publications conséquent sur la survenue d'un potentiel scénario catastrophe en France à cause d'un tremblement de terre qui pourrait provoquer des dégâts sur les installations nucléaires dont certaines seraient probablement vétustes ou en tout cas pas forcément en bon état de maintenance, comme la centrale de Tricastin. Après la catastrophe de Fukushima, il y avait déjà eu dans l'émission Capital produite par M6 en juin 2011 sur le thème Vivre et consommer écolo et animée par Guy Lagache, une énorme polémique sur la sûreté nucléaire en France, qui avait d'ailleurs fait sortir de ses gonds Éric Besson, alors ministre de l'Industrie sous Sarkozy, qui avait quitté le plateau. Pour avoir vu ce reportage en direct, je me souviens très bien qu'il avait montré que l'état de maintenance de nos centrales laissait apparemment à désirer, avec certaines qui seraient en fin de vie et présenteraient des failles sur le plan sécuritaire. Ce qui avait fait littéralement bondir le ministre de l'Industrie de l'époque, Éric Besson, c'était que dans le reportage, on voyait que les réparations de remise en état coûteraient des millions, surtout à cause de la mise à l'arrêt de la centrale. Et pour éviter de perdre de l'argent, on y voyait que des arrangements et même des pressions avaient été exercées sur les agents de maintenance pour mettre OK, quitte à jouer avec la sécurité des Français. Est-ce que ce reportage était donc délibérément à charge pour commencer à préparer l'opinion à remettre en cause l'énergie nucléaire, ou y avait-il une part de vrai? Je dirais un petit peu entre les deux, puisqu'on sait que pour des questions financières, les responsables sont capables de rogner sur la sécurité. On le voit déjà sur d'autres infrastructures comme les ponts et les routes par exemple. Et en même temps, on sait que la préparation de l'opinion se fait toujours longtemps à l'avance. Donc c'est vrai que l'opportunité de cet accident nucléaire terrible de Fukushima, donc qui provoque forcément des dommages irréversibles et durables en termes de radioactivité, c'était l'opportunité effectivement de s'engouffrer pour commencer à préparer l'opinion. Parallèlement à ce qui se passe en France, nous avons également du côté de l'Ukraine, la centrale de Zaporijjia, régulièrement des dépêches qui nous parviennent pour alerter d'un potentiel dommage collatéral à la guerre qui pourrait frapper l'un de ces réacteurs et provoquer un nouveau Tchernobyl. Alors on a eu cette fameuse fake news de France 2 qui avait confondu une cheminée avec un missile le 23 août 2022 et s'était excusé sur Twitter et pas dans le même média qui n'a pas le même impact dans l'opinion publique. Donc ça c'était bien vu puisque forcément on délivre donc une information qui est complètement fausse donc à un large public, puis après ensuite on va s'excuser sur Twitter. Donc qui va regarder le compte Twitter de France 2? Et pas grand monde. Plus récemment, on a appris dans la nuit du 12 au 13 mai dernier, soit 3 jours avant les débuts du transit de Jupiter dans le signe du Taureau. Vous savez que le signe du Taureau, on l'a déjà dit dans 2 ou 3 capsules antérieures, que c'était associé à l'Ukraine, puisqu'il y a un des thèmes qui existe sur AstroThème, qu'on retrouve en lien avec le Taureau. Donc on retrouve ce cycle de Jupiter-Uranus en Taureau. Donc vous allez voir, on va en parler dans quelques instants dans ce cycle de Jupiter-Uranus, puisqu'on l'avait déjà retrouvé dans le thème événementiel de la catastrophe de Fukushima, mais cette fois-ci dans le signe du Bélier. Alors on a appris à ce moment-là qu'un dépôt de munitions où était stocké de l'uranium appauvri fourni par la couronne britannique aurait laissé échapper un nuage radioactif qui se dirigerait vers l'Europe de l'Ouest. Alors là, vous avez les médias occidentaux qui parlent d'infox et de rumeurs, puisque l'info proviendrait de sources russes, puis vous avez des démentis, donc au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Plus récemment encore, nous avons le même narratif anxiogène avec l'endommagement du barrage de Kakhovka qui serait susceptible de ne plus refroidir la centrale nucléaire de Zaporijjia. Quoi qu'il en soit, quand on commence à mettre tout ce narratif anxiogène et ce narratif de la peur bout à bout, ça rappelle beaucoup celui du Covid, avec à la place du Covid les potentiels échappés de vapeur radioactive et à la place des hôpitaux délabrés et saturés, des centrales nucléaires qui ne seraient pas, en tout cas pour le cas de la France, pas suffisamment entretenues pour garantir un état de sécurité optimum. Et à la place d'un virus qui proviendrait de Chine et qui ne s'arrêterait pas à la frontière française, on aurait cette fois-ci de la radioactivité
qui proviendraient d'Ukraine ou d'ailleurs, qui cette fois passeraient bien la frontière française, là où en 1986 c'était circuler, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger de radioactivité, ça s'est arrêté à la frontière. Ce qui était évidemment faux, puisqu'ensuite il y a eu de nombreux cas de cancer qui ont été recensés, des cancers de la thyroïde qui se seraient déclarés dans le sud-est de la France, en Corse, en Franche-Comté, dans le sud des Alpes, etc. Allez, on y va. Une dernière fois, quel est l'objectif? Choqué et impressionné. Tu parles d'un choc impressionnant. Quel est l'objectif? Choqué et impressionné. Quel est l'objectif? Alors quel est l'objectif? Eh bien comme l'opération Covid-19 ou le conflit russo-ukrainien, il existe plusieurs objectifs globaux à atteindre en même temps, dont celui de choquer et impressionner l'opinion publique. Cette stratégie du choc dont nous avons déjà parlé a été théorisée en 2007 par la journaliste canadienne Naomi Klein qui avait expliqué que sous l'effet de sidération de l'opinion, les politiques pouvaient ainsi faire passer des mesures qui n'auraient jamais été admises autrement. Nous avons pu le voir notamment au cours de l'opération Covid avec le confinement, les couvre-feux, les masques, la distanciation sociale et surtout les passes sanitaires et le biberon expérimental. Une catastrophe nucléaire ainsi que d'autres chocs en rapport avec le déchaînement des éléments telluriques, puisque nous parlons ici de séismes, de tremblements de terre, ou si on parle d'un tsunami comme celui de l'Indonésie en 2004, ou une marée noire comme celle de l'Erika, seraient autant d'accélérateurs de particules pour faire entrer les ronds dans les carrés pour atteindre des objectifs globaux qui paraissent complètement fous et pour lesquels beaucoup de monde ont de l'énergie pour contester et manifester leur opposition. Mais aller donc manifester ou monter un parti politique d'opposition contre une catastrophe naturelle, industrielle ou nucléaire, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle cette stratégie est véritablement imparable, parce qu'en plus, ils la font passer pour naturelle, alors qu'on sait très bien qu'il y a des possibilités d'utiliser l'ingénierie. Un incident nucléaire permettrait ainsi par exemple au hasard de camoufler l'explosion des cancers et des maladies dues au biberon vaccinal. C'est certain qu'une bonne dose de radioactivité potentielle, qu'elle soit due à un accident réel ou montée en épingle par le pouvoir médiatico-politique, serait plus efficace comme alibi pour justifier la surmortalité, les AVC et les crises cardiaques chez les jeunes que la canicule, le réchauffement climatique, faire ses lacets, manger trop de mozzarella ou adopter un type de sommeil particulier. En plus, vous avez la solution à l'explosion des cas de cancer qui est déjà toute prête. Vous l'avez deviné, il s'agit des vaccins contre le cancer. Je vous mets un florilège de capture écran des différents articles, comme ça vous avez les références et vous pourrez ainsi les retrouver sur la toile si vous le désirez. L'article le plus savoureux, c'est celui de Libération, qui vous dit, je cite, « Des vaccins ARN contre le cancer », donc des vaccins utilisant cette technique qui a fait ses preuves contre le Covid, paraissent donner des résultats très encourageants contre certains cancers. Et c'est encore l'entreprise américaine Moderna qui est en pointe. Donc là, j'imagine qu'à la lecture de ce court extrait d'article, vous devez certainement bondir au vu de ce qui est en train de se produire. Alors, vu le nombre de gens qui se sont rués sur le biberon vaccinal pour une maladie très peu létale comme le Covid, imaginez si demain matin, on vous dit dans les médias qu'un vaccin contre le cancer est disponible pour vous immuniser contre cette redoutable maladie comme le cancer du pancréas et d'autres types de cancers. La prévision annoncée pour la mise en marché de ce type de vaccin, ça serait pour 2030, mais la jurisprudence Covid nous laisse penser que ce type de vaccins seront certainement déjà là avant, s'ils ne sont pas déjà tout prêts. Tiens, vous avez même dans la panoplie un vaccin contre les maladies cardiovasculaires. Alors le troisième objectif, ce serait bien sûr l'accélération de la transition énergétique, inscrit à l'agenda global du Great Reset, qui veut maintenir le niveau d'énergie au plus bas pour les masses populaires.
Alors comme vous le savez, un pays comme la France possède un parc nucléaire extrêmement étoffé qui permet avec ses 18 centrales et ses 56 réacteurs de couvrir avec l'énergie atomique générée entre 67 et 71% des besoins en électricité. Cela veut dire qu'en tant que Français, on est ultra dépendant de l'atome pour faire tourner notre économie, contrairement à d'autres pays comme les USA qui ont certes plus de centrales que nous, 55 en tout avec 93 réacteurs, mais ne dépendent de cette énergie atomique qu'à 20%. Et pourtant, vous avez déjà la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit déjà bien avant n'importe quel forfait ou catastrophe la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% d'ici 2035. Alors pour donner le change en ce moment, vous avez le gouvernement actuel qui a tout de même pour projet de loi de faciliter la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires pour pallier au remplacement des centrales en fin de vie et pour continuer à faire baisser le CO2. Car dans la stratégie du gouvernement actuel, qui n'est pas celle de l'Allemagne ou d'autres pays comme la Suisse qui ont entamé la sortie du nucléaire très tôt depuis la catastrophe de Fukushima, la France mise aussi sur justement ce nucléaire pour faire baisser le sacro-saint CO2. Alors d'après un article de Géo, 10% de l'énergie mondiale serait d'origine nucléaire, ce qui représente 413 gigawatts. Ce chiffre correspond à la capacité opérationnelle de l'énergie nucléaire dans le monde. Ça, c'est selon l'Agence internationale de l'énergie. Donc une puissance en fait qui permettrait, selon cette sacro-sainte religion du climat, d'éviter l'émission de 1,5 gigatonnes de gaz à effet de serre. Puisque contrairement aux énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, l'énergie nucléaire n'émettrait pas de CO2 dans l'atmosphère. Pour les purs et durs de l'écologie et du climat, le nucléaire ne peut pas être qualifié d'énergie renouvelable au même titre que l'hydroélectrique, le solaire ou l'éolien, puisque sa production requiert l'usage d'un combustible, l'uranium, dont les ressources seraient limitées. D'après certains papiers, il resterait l'équivalent de 5,9 millions de tonnes d'uranium, l'équivalent d'un siècle de consommation au rythme actuel. De plus, il y a plusieurs autres problèmes épineux comme l'enfouissement des déchets, en plus bien sûr de l'extrême dangerosité de cette énergie qui en cas de catastrophe provoque, comme nous le disions tout à l'heure, des dégâts pour l'environnement et la santé complètement irréversibles. C'est vrai que la contamination s'installe pour très longtemps et rend les zones inhabitables et les terres improductives à cause justement de cette radioactivité. En bref, à la moindre catastrophe ou accident nucléaire majeur, que ce soit en France, en Ukraine ou ailleurs, je pensais justement tout à l'heure à l'Inde, mais ça peut être la Chine, ça peut être un autre pays comme le Japon, les USA ou l'Iran, vous pouvez être sûr que la donne politique changera et le nucléaire sera remis totalement en cause. Donc ça donnera raison aux écologistes et réchauffistes pour leur donner beaucoup plus de pouvoir et de légitimité sur le plan politique. Et le passe carbone s'imposerait forcément de lui-même pour contrôler, rationaliser les sources d'approvisionnement qui, effectivement, dans certains endroits du monde, seraient certainement ternies à cause de cette radioactivité. En bonus, nous pourrions même avoir une obligation supplémentaire pour les propriétaires donc de bâtiments ou de maisons de faire des travaux coûteux pour que l'habitat soit beaucoup plus conforme aux normes sismiques, en plus des normes écologiques et climatiques déjà en vigueur. Je le dis au passage pour les personnes qui m'écoutaient et qui est très sensibles à la nature, aux animaux, à l'écologie de manière générale, ou en tout cas à l'environnement, puisque aujourd'hui le terme écologique a été complètement galvaudé et très politisé. Alors on peut dire que sur certains sujets, les écologistes peuvent avoir raison dans une certaine mesure, et on peut partager certaines de leurs idées, mais comme c'est amalgamé avec cette arnaque du climat et du CO2, et que la noble cause de l'environnement est prise en otage par le World Economic Forum pour nous détruire, donc là on ne peut pas forcément adhérer et on est obligé de rejeter un petit peu tout en bloc. Enfin, finissons par un point astrologique. Comme je vous le disais tout à l'heure, la catastrophe de Fukushima est survenue le 11 mars 2011, avec Uranus, planète des déflagrations et des séismes, qui était tout à la fin du signe du Poisson, et s'apprêtait à transiter dans les heures qui suivaient le Bélier pour rejoindre Jupiter déjà installé pour former ce cycle de Jupiter-Uranus dans le signe du Bélier. Or, le Bélier n'est autre que le signe du Japon. Si on se fie à la base de données AstroThème, vous avez la capture écran, vous avez les coordonnées astrales et la carte du ciel qui s'affiche du thème du Japon. Le 11 mars 2011, on avait même Neptune qui s'apprêtait à transiter du Verseau au signe du Poisson qui était à 29 degrés et des poussières. Donc là, on retrouve bien Uranus qui est la planète des déflagrations et Neptune, alias Poséidon, c'est également une planète qu'on regarde pour les tremblements de terre, notamment quand ils sont en rapport avec les tsunamis, puisque c'était le cas pour le Japon, puisqu'il y a eu un tsunami.
Comme vous le savez, depuis le 16 mai dernier, Jupiter a rejoint Uranus en Taureau, donc il y a un signe qui est lié, comme je le disais tout à l'heure, à l'Ukraine. D'ailleurs, la catastrophe de Tchernobyl s'était produite sous un soleil en Taureau ce 26 avril 1986, sous le cycle de Jupiter-Uranus, par le carré Poisson-Sagittaire avec Uranus valorisé à l'ascendant. Ça peut signifier qu'une catastrophe n'est pas à exclure du côté de l'Ukraine, avec la reformation de cette influence, surtout avec Pluton, planète de la destruction et de la mort, qui va trôner dans le signe des nouvelles technologies, donc du Verseau, gouverné par Uranus, qui est la planète qui régit l'énergie électrique, et notamment de type nucléaire, ainsi que les catastrophes. Si vous prenez le thème de Zaporizhzhia, vous voyez d'ailleurs que le thème est extrêmement accidenté. Je vous mets la capture écran. Alors, est-ce que c'est ce type d'événement qui pourrait faire chuter les cours de bourse? Là, je vous renvoie aux capsules concernant les cours de bourse, les cracks boursiers, puisqu'on retrouve ce cycle de Jupiter et Uranus dans le même signe. Donc là, on avait fait toute une rétrospective, donc vous pouvez voir les vidéos en question qui sont toujours en ligne sur YouTube. L'autre possibilité, et nous le verrons très certainement dans la prochaine vidéo, c'est une catastrophe qui proviendrait d'un grand pays, d'un pays continent comme l'Inde par exemple.